Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et pour tout ce que tu viens de dire, effectivement, avec l'offensive qu'on voit à droite, notamment l'offensive transphobe très forte en ce moment, euh, reproduction, c'est vrai que ça s'inscrit quand même dans une lutte pour le droit des femmes, pour le droit des minorités aussi, des minorités de genre. Donc nous, dans notre présentation, en fait, nous, on part de notre vécu, qui est notre vécu de mère artiste, et on part aussi du principe que c'est important de parler de ce qu'on sait, de ne pas parler à la place d'eux. Mais évidemment, que ce soit dans notre questionnaire ou dans nos interactions, on inclut toutes les formes de famille, que ce soit les familles adoptantes, que ce soit... on fait vraiment attention à être dans une inclusivité aussi. Quand on parle de père, on essaye de parler de coparents, voilà, de parler aussi de tout ce qui fait famille. Alors, c'est vrai qu'on va parler plutôt de maternité parce que malheureusement, encore de manière systémique, et on l'a vu ce matin avec des chiffres, c'est de manière écrasante encore les femmes artistes qui se retrouvent dans des considérations de devoir choisir entre leur carrière et la maternité. Ce matin, on a partagé des chiffres sur Instagram qui viennent du Royaume-Uni où on voyait les 10 artistes hommes les plus successful et ils avaient en moyenne plus de 3 enfants. Et quand, à contrario, les 10 artistes les plus cotés femmes en avaient maximum un, voire la plupart du temps zéro. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que souvent, on a un peu cette question dans l'audience et les pères et les hommes. C'est une question qui est très pertinente et importante, mais qui n'est pas systémique. Et on va le voir aussi dans nos chiffres. Donc, c'est comme pour toutes ces luttes, c'est toute la question du système, des discriminations systémiques et des cas particuliers, en fait. Voilà, donc c'était Ouais, juste un petit pour rebondir sur ce que tu ce que tu avais disais. dit de manière politique, ouais. Et alors, ce qui est important aussi de signifier, c'est que reproduction, il est né, comment dire, enfin, sa naissance vient d'un échange qu'on a pu avoir avec Émilie il y a 4 ans de cela, Mm. autour de nos propres maternités. Et il s'avère que on avait toutes deux manières très différentes de la vivre. Donc à l'époque, toi, tu en avais deux, Oui. et moi, j'en avais encore qu'un enfant. Donc, oui, on parle d'enfants. Donc, Émilie a 3 enfants, j'en ai deux. Et donc, et il s'avère que de mon côté, en tout cas, l'expérience de la maternité avait été assez traumatique. Donc, une dépression postpartum après la naissance de mon fils, une véritable qui était liée très directement, parce qu'à par la suite, j'ai pu l'analyser, à une anxiété vis-à-vis de ma carrière d'artiste. Enfin, donc, c'était, on va dire, le nœud de cette dépression. Et donc, de fait, j'avais ce réflexe d'isoler totalement ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Et je vivais extrêmement mal le fait qu'on puisse me poser des questions sur ma vie personnelle ou sur ma vie familiale à l'intérieur de cercles professionnels. Je le cachais. Voilà, je cachais ma maternité ou la présence même de mes enfants dans mon organisation hebdomadaire ou mensuelle. Pour moi, il était insupportable de devoir refuser des propositions du fait de cette organisation. Donc d'une certaine manière, je me tirais une balle dans le pied dans les deux sphères, autant professionnelle que personnelle. Émilie, pour Et toi, c'était ouais, voilà, tu donc peux peut-être parler de on s'est toi. vraiment rencontrés. Donc ça, c'était l'expérience. Non, moi j'ai une expérience à cette époque. J'étais en fait quand on s'est rencontrés, j'étais enceinte de mon fils. Donc, moi j'ai trois Ton jeunes deuxième. enfants c'est mon deuxième. Donc j'ai trois enfants de 8, 5 et 2. Et donc c'était il y a 5 ans. Ouais. Et moi j'avais une expérience très différente. Et c'est important pour nous aussi de parler de ça parce qu'on a aussi une pluralité. Moi je pense que j'étais dans quelque chose de plus de l'ordre du déni à ne, ne pas voir la difficile conciliation, on va dire, et réconciliation entre une carrière artistique et la maternité ou la paternité. J'étais voilà, dans un espèce d'élan un peu presque organique et vital de vivre pleinement mes grossesses et ma maternité, mais en mettant presque un peu un pas de côté sur l'aspect carrière. Et c'est quand j'ai rencontré Nour, donc que j'étais enceinte de mon fils, que j'ai voulu remonter sur le vélo
je me suis dit: «Ah là, c'est difficile, là, c'est compliqué», que je me suis rendu compte, en fait, que je me suis pris en pleine face, même si j'avais eu certaines expériences avant, de la réalité de ce que c'était que ce jonglage, en fait, dont on parle souvent, carrière et maternité. Donc, on s'est rencontrés, voilà, autour de cette discussion-là, lors d'un workshop Et par la et suite, on s'est dit, bah, il va falloir qu'on interroge d'autres femmes. tout de Parce que suite, nous, oui, ouais. absolument, ça a été très rapide. On va interroger d'autres femmes parce que nous, clairement, on est biaisés. Et c'est pour le mieux, parce que ces témoignages-là, ils sont importants aussi. Mmh. Mais on est biaisés par nos propres expériences. Voyons un petit peu ce qui se dit en France. Et puis aussi, bon là on est voilà dans des locaux de la CGT, c'était aussi un peu ce souci militant aussi parfois j'utilise des mots anglais, alors c'est pas par snobisme, c'est parce que je suis moitié américaine et du coup en fait c'est un peu cette tradition du grassroots, donc de prendre vraiment, j'ai pas le mot en français, mais sur le terrain, par le terrain en fait, et de voir quelle est la réelle expérience de ces artistes et de pas encore avec ce souci de pas parler à la place d'eux. Donc, on a créé un questionnaire de 36 questions, qui est un questionnaire quand même majoritairement qualitatif, ce qui nous semblait donc qualitatif dans le sens de récits, hein, voilà, on collectait des récits. On va vous le montrer. Et qui a reçu plusieurs centaines de réponses sur toute la France. Pendant longtemps, ça nous a servi. On a pu les utiliser dans le cadre de conférences, et on conférence beaucoup. Et aujourd'hui, on a des chiffres, en fait. On a enfin des chiffres. C'est-à-dire que c'est un projet qui est financé et soutenu par le ministère de la Culture et par la mission Égalité et Diversité, plus précisément. Et il a fallu qu'on travaille quand même au long cours pour pouvoir avoir accès à des fonds, avoir accès à des statistiques. Et aujourd'hui, on a enfin des chiffres qui nous permettent de pouvoir vous exposer ce qui va arriver. Donc juste, Voilà, ouais. on va aller un peu plus en détail juste sur le déroulé de cette conférence. Mais juste pour vous présenter rapidement, on vous le présentera après, enfin plutôt on va faire dans l'ordre, mais le questionnaire, on vous le présentera Oui. après, les 36 questions. Très important de mentionner le fait qu'on n'est pas sociologue, on n'est pas historienne, on n'est pas anthropologue non plus. Donc tout ce travail-là, il est fait en bénévolat, total bénévolat depuis 4 ans. Ça veut dire que ça s'insère aussi dans une organisation familiale qui est juste une organisation familiale. J'aurais eu envie d'ajouter complexe, mais en fait, c'est de l'organisation familiale. Donc voilà, nous, on est là, on est dépositaire de témoignages. Ouais, Et on vient en parler, quoi. On parle souvent de l'expression bâton de relais, Ouais. donc on aime bien se voir un peu comme ça. Et c'est aussi, c'est ce qu'on avait échangé avec Marie Glaise, c'est aussi le fait qu'on essaie aussi de travailler avec des partenaires, avec des institutions pour aussi essayer de solutionner autant que possible. Alors, ce n'est pas nous qui solutionnons, mais essayer de trouver ensemble des façons de faire bouger les choses. Donc, c'est pouvoir être des bâtons de relais, pointer du doigt des réalités, mais aussi faire changer les choses, trouver des solutions. Comme on a dit au début, on est toutes les deux enseignantes. Moi, j'enseigne en école d'art, nous renseigne à la mairie de Paris. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire bouger les choses pour nos étudiantes et nos étudiants aussi. Donc, voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'était de vous parler justement de ces actions concrètes et de à quoi est-ce qu'elles ont mené en fait, et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire bouger les choses. Et ensuite, de partir de ce questionnaire pour pouvoir vous parler en fait des challenges principaux auxquels font face actuellement les artistes mères et des chiffres clés qui sont issus de ce questionnaire. On a, comme tu disais, Nour, on n'est pas statisticienne et donc on a fait appel à une agence qui s'appelle Innerside et qui a fait un formidable travail de décortiquage de ce questionnaire, parce que c'est un questionnaire qui est qualitatif et donc c'est pas évident de pouvoir tirer des chiffres. C'est des témoignages, c'est de l'humain, on est vraiment dans l'hyper-humain. Donc on a pu avoir des chiffres qui sont très parlants, des témoignages. On terminera aussi avec une lecture performée de un certain nombre de témoignages qu'on a choisis.
Et puis après, on pourra échanger avec vous en vrai et puis en ligne aussi, si vous avez des questions sur notre page Instagram. Alors, on va aller rapidement quand même sur les actions. Ça, c'est à toi. En fait, je voulais pas qu'on le Oui, pose oui, bah là oui. parce que ça m'est arrivé En 2 plus, moi, fois. je suis très maladroite, donc Voilà, le café sur le… on va éviter. Voilà. Donc, comme disait Émilie, c'était important pour nous de toucher les écoles. Une des premières interventions qu'on a faites, c'était au PCA, dans laquelle Émilie enseignait. On a le projet de continuer dans les écoles d'art. On a le projet aux Beaux-Arts de Paris. On a le projet à la Villa Arson aussi, à Besançon, aux Beaux-Arts de Besançon. Voilà, ça fait partie du programme 2025. Ouais. Et juste pour revenir sur cette école, c'est aussi un peu un clin d'œil à ce qui a fait qu'on s'est intéressé aussi à cette question. C'est de partir de la constatation qu'il y a plus de 70% des étudiants et étudiantes en école d'art qui sont des étudiantes, et de se dire, ben, comme disait un article de Magali Le Sauvage, où est-ce qu'elles vont en fait? Qu'est-ce qui se passe? Quid de ces artistes? Et donc, c'est là où on se rend compte la parentalité on va le voir de manière plus flagrante, mais a clairement un rôle en fait. Et pardon, je rebondis, ça vous parlera peut-être, mais l'absence totale de discussion autour de la vie personnelle des artistes quand on est dans une école d'art. Et pourtant, on a des professeurs qui eux-mêmes, a priori, ont une vie à côté. Certains ont des enfants. Et pourtant, c'est déjà à cet endroit-là un non-sujet. Ouais. Donc, ça nous paraissait important de le mentionner. Et de voir aussi que les choses bougent très, très lentement. Oui. C'est-à-dire, nous, notre génération, on était en école d'art il y a 15 ans. On était un peu de la génération avec des professeurs où c'était vraiment il faut choisir. Tu choisis ta carrière et tout ce qui a trait à la maternité et la parentalité, on n'en parle pas. Ça change, mais très, 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 très lentement. Moi, j'ai encore des discussions avec des étudiants où c'est assez surprenant, d'autant plus que maintenant, il y a toutes les considérations écologiques et climatiques qui font que, ben, en fait, la question de la parentalité, elle est très rapidement évincée, en fait. Ouais. Donc, Frac Picardie, c'était une table ronde un peu comme celle-ci, sur une invitation d'Elsa Abderrahmani. Et pour revenir là-dessus, ça, c'est des actions qu'on mène avec des artistes. Elsa Abderrahmani, je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, c'est une artiste qui est très militante aussi, mais qui s'intéresse beaucoup à la convergence des luttes, donc son travail porte aussi bien sur l'antiracisme, sur voilà, les luttes de classe. Et donc, elle était artiste résidente, elle nous a invités pour son projet de fin de résidence qui s'appelait À ma place. Donc, voilà, c'est assez évocateur. Et c'est vrai qu'on verra par la suite, mais c'est important pour nous de mener des actions aussi avec d'autres artistes. On va le voir après. D'ailleurs, ouais. Les podcasts, on en a 3, vous pourrez les noter. C'est intéressant aussi de les noter, de les écouter peut-être du plus vieux, enfin du plus ancien au plus récent, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, des témoignages qui sont arrivés entre-temps, etc. Et donc, c'est nourri. Vous me dites qu'il ne faut pas que j'aille trop vite. Après, vous pourrez tout trouver, évidemment, sur la page Instagram. Et l'idée des podcasts, c'est aussi évidemment de démocratiser aussi cette parole parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout au courant en fait, de tous ces enjeux qu'on met en avant. Oui. L'intervention à Béton Salon, c'était comme pour Elsa Abderrahmani, Anne Le Trotter, qui était enceinte de son enfant. Et moi, je sortais de congé, j'avais mon bébé qui avait 3 mois. Donc, on était un peu dans ce télescopage post-maternité. Et là, c'était une discussion très intéressante avec une lecture performée également. Oui, et Anne Le Trotter nous avait fait une lecture performée de ce qui se passait dans son corps d'un point de vue organique. Donc, c'est une artiste du texte, de la performance aussi orale du texte. Donc, avec un texte très, très drôle sur tout ce qui se passe, les gargouillis, les constipations. Enfin, elle est partie absolument partout, dans tous les symptômes qu'elle a lus au public. Parce qu'en fait, dans nos actions, l'idée, c'est aussi de pouvoir détabouifier le fait de parler de maternité, de parentalité, d'enfants dans son travail artistique.
On parlait un peu de ce qu'on a pu vivre en tant que jeune étudiante il y a 15 ans, une quinzaine d'années. Mais en fait, c'est vrai qu'il y avait encore, c'est encore parfois prégnant ce tabou autour de certains sujets qui seraient un peu bassement matériels, un peu sous, pas assez noble pour être un vrai sujet d'art avec un grand A. Et les choses changent et le fait de voilà d'avoir des artistes contemporains qui vont parler de ces choses-là, qui vont parler de la maternité, de la maladie, des enjeux de société, en fait, ça, ça fait aussi partie de nos actions. À Reproduction, on a fait un gros travail avec Art en résidence. On va voir que, et si certains d'entre vous enfin, la plupart d'entre nous, on est artistes, mais si vous êtes artistes et parents, vous savez sans doute que la question de la mobilité des résidences d'artistes, c'est un peu souvent le nerf de la guerre. C'est difficile de partir en résidence quand on a un travail, mais c'est d'autant plus difficile quand on a un travail et quand on a des enfants. Et donc, on a assez rapidement travaillé avec Élise Jouvency de Art en résidence, qui nous ont invités en 2022 pour un symposium pour parler de notre projet. Et aussi, on va le voir par la suite, on a pu vraiment mener une action très concrète qui était la rédaction d'une fiche famille. Et on va la voir ensemble à destination des résidences artistes. Donc, on participe aussi à des projets artistiques, en l'occurrence ici Hey Mommy, qui avait été curaté par Caroline Bravo et Sandrine Foller, sur la transgénérationnelle. Et je ne sais pas si c'est juste après, non, pas juste après, mais en tout cas, toujours est-il que ça nous a amené aussi après à créer des commissariats d'exposition. Ça a été le premier lancement, en tout cas pour nous, de commissariat d'exposition autour de femmes artistes et mères. Et, par rapport à ce podcast, Jimmy, tu parlais un peu de la réforme du gouvernement sur tout ce qui est congé parental. On a pu être interviewé par le podcast La Reprise. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est très intéressant. C'est sur tout ce qui est reprise de travail après après un enfant. Et donc, sur concrètement, qu'est-ce que ça a comme impact, la parentalité, quand on reprend son travail et qu'on est artiste, sachant qu'il y a toujours ce mythe un peu du travail qui ne s'arrête jamais, en fait. Donc, l'année dernière, conférence qui nous tenait extrêmement à cœur sur l'agisme dans l'art contemporain, avec l'invitation donc autour de nous de 4 artistes, donc Anne Rochette, vous les connaissez peut-être certaines, Anne Rochette, Cécile Meignier, Diana Quimby et Virginie Lesdemia, et avec lesquelles, côté desquelles on a pu décortiquer ce concept. Et on va en parler. on en parlera plus en détail. Ouais, ça sera vraiment un des points importants. Et en parallèle, on avait, enfin, juste après, on avait pu. Donc, nous, on est accueillis depuis le début du projet, on n'en a pas parlé, mais par l'AA. Je ne sais pas si vous connaissez. L'AA, c'est une association qui a ses locaux dans le 11e arrondissement, qui font aussi expositions, résidences artistes. Et donc, ils nous ont accueillis, ils nous ont soutenus depuis le début du projet. Et on a pu faire un événement avec Camille Pollan, qui est une historienne de l'art, critique d'art, autour de la question justement de la pause. Donc, on disait ce mythe un petit peu de l'artiste qui s'arrête jamais, en fait. Et en même temps, on a fait notre premier commissariat d'exposition avec des œuvres d'artistes mères. D'artistes mères, vous avez les noms ici. Voilà. Dernier podcast qu'on a fait, Présente contemporaine, donc il est assez récent. Vraiment bien, sur une invitation de Camille Bardin et Mathilde Rouillet. La fameuse fiche famille. La fameuse fiche famille, je vais juste l'ouvrir pour vous permettre de voir un petit peu la fiche famille en question. Donc, c'est plusieurs mois de travail. Et en fait, on s'est rendu compte que d'une part, il y avait vraiment un problème presque de communication entre les structures accueillantes et les artistes. C'est-à-dire souvent les artistes, des témoignages que l'on avait, presque s'interdisaient de postuler en se disant non mais c'est pas pour moi.
Et à l'inverse, souvent, les structures accueillantes ne se rendaient pas compte, en fait, de ça, de cette réalité-là, et aussi de tous les challenges auxquels font face les parents artistes. Donc, on a vraiment essayé d'être le plus exhaustif et inclusif possible en tenant compte de tout, en fait, aussi bien de, d'organisation sur place. Donc, par exemple, pour des longues résidences, qu'est-ce que ça veut dire de faire scolariser son enfant? Comment est-ce que qui organise ça de façon à ce que ça soit pas à l'artiste de devoir gérer cette charge mentale? Quand c'est pas possible, est-ce qu'il peut y avoir une aide sur place pour ce qui va être nounou? Aussi la conciliation avec les autres artistes sur place, parce que parfois ça fait un peu grincer. C'est pas toujours évident en fait. Voilà. Il est Donc, disponible où? Où est-ce qu'on peut et là, vous pouvez le... le Ouais. trouver sur le site, comme vous voyez en haut, Donc, mais c'est on art en résidence. part Sur en le site, résidence. Après, on va revenir, on a créé une ressource, une fiche. une fiche ressource que je vais vous montrer. Je vais vous la montrer juste après, mais un tablette où vous avez plein de Bon, ressources. on peut le regarder tout de Voilà, suite, on hein, peut le parce regarder tout de que suite. on continue à collaborer avec Maze aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, à Lille. Ça, c'est toi. Non, Voilà, c'est ça, hein, ça le c'était tablette. Voilà. donc ça c'était le tablette. À l'issue de sa Arsenal et Art en devenir avec Art en résidence, on a créé une tablette. Donc, Ouais, bon, c'est pas grave. donc en fait, c'est une tablette qui est très exhaustive que vous pouvez voir sur notre Instagram, dans notre Linktree. Et il y a d'informations. Donc là, par exemple, vous avez la fiche pratique. Donc on l'a nourri régulièrement et on a voulu mettre aussi bien des ressources en France qu'à l'international. Donc, vous avez par exemple tout ce qui va se faire à l'international. Le Royaume-Uni sont très actifs sur ces questions de la parentalité. Enfin, c'est top. Avec Hattie Judah, qui est une historienne de l'art qui a écrit un livre qui s'appelle How Not to Exclude Artist Mothers, comment ne pas exclure les artistes mères et autres parents. D'ailleurs, on a comme projet avec Nour de l'inviter aussi, de pouvoir, on en parlera à la fin, mais l'idée c'est aussi de pouvoir voir avec d'autres structures à l'international, que ce soit en Italie, on est en train de en le faire. Espagne, voilà. Italie, Espagne, on est en train de créer des passerelles en Europe. On vous a aussi mis donc, des opportunités, par exemple aux États-Unis, il y a Interlude Artist Residency qui est ouvert aux artistes internationaux où ils ont des bourses, où c'est fait spécifiquement pour les artistes parents. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous aider et de faire en sorte que vous ne vous sentiez pas seul. Donc faire tout le travail un peu de déblayage avant. Et donc, comment on peut y accéder? Donc là, c'est sur si vous allez sur notre Instagram, vous allez trouver la petite bio, il y a un Linktree. Donc notre Instagram, je vais vous le mettre, même je peux vous le partager là. Hop. C'est Reproduction Project. Et je capte pas trop, mais c'est reproduction tiré du bas production project. Et puis là, vous avez un petit Linktree. Linktree, ça met tous les liens. Donc, vous avez tous les liens vers les podcasts, vous avez vers ça, vous avez vers la fiche famille. Et puis, on pourra aussi mettre le lien vers cette conférence aussi. Ok. Hop. Alors, voilà. Oups. Tac. On va le mettre vers le bas. Voilà. Voilà. Ok. On va juste... Je pense que Attends, ça bug un petit peu. un tout petit on peu. continue Ouais. juste, on va aller un peu plus vite sur les actions. On est parti, on a été invité aussi en Martinique. Voilà, ça c'était vraiment très intéressant de pouvoir s'exporter, exporter en tout cas le projet dans les DROM.
Pourquoi? Parce que, on parlait de mobilité, en fait, les problématiques sont, il y a quelque chose qui se cristallise 4 fois plus, en fait. Toutes ces questions-là se cristallisent, de manière très forte, quand on est, bah, là, en l'occurrence, on a rencontré des femmes, martiniquaises qui nous parlaient de ces histoires de mobilité. Voilà, comment peut-on, avoir accès à des centres d'art, heu, sur le territoire métropolitain, quand on a nos enfants, et qu'on nous propose des résidences quand même relativement longues, comment ça peut s'organiser. Quand aussi on les fait culpabiliser sur l'empreinte carbone. Donc, si j'ai besoin de rentrer au bout de 3 semaines parce que j'ai un enfant très jeune, bah, ça voudrait dire penser 2 voire 3 allers-retours. Et puis, l'argument de retour, c'est en réalité, on est aussi dans une démarche écologique. Donc, comment combiner en fait tout ça, je vous avoue qu'on avait un peu les boules quand on entendait voilà, ces témoignages-là, ça faisait un peu mal. Ouais, c'était vraiment une expérience très forte. Les Théâtrales de Novembre, c'est un festival qui a lieu en novembre en Martinique et qui regroupe vraiment des dramaturges, mais aussi de l'écriture théâtrale au sens plus large. Donc, nous, on a pu, par exemple, faire 2 performances durant ce festival. Et on a aussi animé 2 conférences et on a fait pour la première fois un cercle de parole parce que c'était des problématiques qui étaient tellement fortes et importantes qu'il nous semblait indispensable, d'autant plus qu'on venait voilà, de l'Hexagone, on ne voulait pas venir un peu en connaisseuse, parce qu'on ne connaît pas plus que vous, que elle. Donc, l'idée, c'était vraiment de partager ensemble nos expériences. Et, Avec des femmes artistes, mères et non mères, par ailleurs. ouais, Le les cercle de deux. parole était... C'était ouvert aux deux. Mm. Alors après, voilà, ça c'est une intervention qui sur invitation d'une association qui s'appelle Nous sommes au regret et qui travaille sur le refus dans l'art contemporain. C'est deux commissaires d'expo qui nous ont invités et c'était assez drôle. Donc évidemment, bah, elles ont pensé à nous. L'idée du refus, enfin, en tout cas, la sensation d'être refusé ou parfois de manière très très concrète, les refus qu'on reçoit, nous ont demandé de pouvoir leur en parler. Le questionnaire. Voilà, donc là, on va entrer dans le vif du sujet, qui est le questionnaire, qui est notre terrain d'analyse. Et puis ensuite, comme ça, on va pouvoir voir ensemble quels sont les principaux enseignements, challenges, enjeux, pour ensuite conclure avec vous sur des perspectives, en fait. Là, on vous a montré des actions très concrètes qu'on fait pour solutionner, mais il y a d'autres choses qu'on aimerait faire encore. Alors, sachez juste que le questionnaire est fermé maintenant. Ouais, il est fermé. On va juste vous le montrer pour que vous ayez une idée des questions, mais il est fermé. Mais donc, on commençait voilà, sur une question, est-ce que vous souhaitez être anonyme ou non? Il y avait 36 questions qui allaient des questions de l'état pré-grossesse pour celles qui portaient l'enfant, ou pour la question du coparent, quel est son métier, Le désir de maternité. le désir aussi de maternité, des questions plus larges sur la question de l'atelier d'artiste, du statut. Enfin, on a vraiment essayé, ça nous a mis 1 an à faire, d'être le plus exhaustif possible. On va le fermer, mais on va mettre un exemplaire où, comme ça, vous aurez quand même accès aux questions, en fait. Parce que l'étude a été analysée. Voilà. Et que ça biaiserait les chiffres qu'on a aujourd'hui. Par contre, en effet, le questionnaire va être réétudié. Ouais. Cette fois-ci, donc ça, c'est la prochaine étape de financement. Réétudié qualitativement. Avec aussi l'objectif de réaliser un nouveau questionnaire très court cette fois-ci, avec maximum une dizaine de questions, ou si peu, pour une nouvelle étude quantitative. Voilà, en fait, on est au début de... Là, on a des chiffres, ça y est, ils sont solides, ils nous servent. Et on va essayer on va essayer de les nourrir ces chiffres-là dès l'année prochaine. Donc, en fait, l'agence Innerside voilà, a pu faire ce fabuleux travail de décortiquer un questionnaire
qualitatif et de le transformer en quantitatif. Et donc, on a identifié plusieurs challenges en jeu. Et le premier, c'est la fameuse question de l'épuisement et de la solitude. Ouais. Alors, comme disait Émilie tout à l'heure, il y a cette question de la pause. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de faire une pause quand on est artiste? Alors, nous, on est parti s'intéresser ne serait-ce qu'à la définition du mot pause. Donc, le dictionnaire, il nous offre quelques clés de compréhension. Donc, temps d'arrêt, interruption, intervalle, silence, suspension, mais aussi répit, repos, trêve ou récréation. Cependant, on est d'accord, et ça, c'est pas seulement associé au métier d'artiste, c'est souvent vécu comme un bâton dans les roues, finalement la pause, hein, dans les rouages d'une productivité qui est aujourd'hui nécessaire dans le système ultra-capitaliste dans lequel nous évoluons. Et, et d'ailleurs, là, cette année, on est dans les problématiques de retraite. Salut, Kim. On est dans les problématiques de retraite, la question du travail, le labeur, le résultat, et puis surtout quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans la maternité et qui est la biopolitique. Donc, quel est l'impact du travail sur les corps, voilà, et comment les corps sont traités à l'intérieur de ce concept de travail. Nous, de par notre expérience personnelle, mais aussi par les échanges et ce qu'on peut lire des résultats du questionnaire, on se rend compte que eh bien, beaucoup d'entre nous se retrouvent à renoncer à des congés maladie pour continuer à travailler, pour ne pas perdre le fil. Évidemment, par congé maladie, on peut aussi entendre la suite, concernant, en tout cas, ça peut être le postpartum ou avant, mais congé maternité aussi. Parfois, on renonce à des nuits sans sommeil. On a du mal à être en déconnexion totale avec son ordinateur ou l'établi. Et pourtant, en fait, c'est un vrai besoin. Et pareil, comme disait Émilie tout à l'heure, il y a toujours ce fantasme de la créativité permanente, hein, dans le métier d'artiste. Donc, a priori, nous, les artistes, on serait traversés par un flux continu d'idées, d'images, d'inspiration, de formes. Et on aurait cette nécessité immédiate de les transfigurer à l'atelier. Donc, c'est très problématique. Enfin, c'est pas une surprise, mais c'est vraiment très problématique. Et d'un point de vue maintenant purement matériel, on le sait, les femmes artistes qui ont répondu au questionnaire, pour la grande majorité, ont vécu l'épuisement maternel. On a les chiffres, ça y est. Presque 80%. Voilà. Voilà. Et ce qui est d'autant plus cruel dans ces chiffres et dans l'analyse qu'on peut en faire, c'est que quand on parle de fatigue, ou alors quand tout simplement on a envie de poser le fait de s'arrêter, on prend le risque d'être considérée soit comme paresseuse, soit comme inconsistante ou pas assez ambitieuse. Il y a une sage-femme qui fait un travail de sensibilisation assez incroyable sur le burn-out, sur le postpartum, qui s'appelle Anna Roy, R-O-Y. Et elle a récemment publié, voilà, des données comme quoi le postpartum, on pense qu'à tort que ça dure 3 mois, mais en fait que ça dure plutôt 3 ans. Et en fait, on dit que les parents, il faut en moyenne à peu près 6 ans pour retrouver un sommeil normal. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me parle encore beaucoup. Je le dis en rigolant, mais en fait, on sait à tel point le manque de sommeil peut vraiment rendre fou. Et en fait, dans cette question des pauses, on intègre aussi tout ce qui a à voir aux événements de vie que peuvent traverser tout le monde, quel que soit leur genre, quelle que soit leur condition parentale. Donc, ça va être aussi ce qu'on met sous la coupelle care, donc le soin. Souvent, c'est celles et ceux qui sont économiquement plus fragiles dans le champ des arts. Donc, c'est ça qui fait que certaines pauses, par exemple des pauses qui vont être liées à des reconversions temporaires, peuvent finalement s'installer dans la durée. Et ça peut mener à un découragement artistique. Donc, nous, souvent, on a aussi des témoignages, pas forcément de parents, mais de personnes qui ont dû, et je le vois régulièrement avec mes étudiants, prendre un job, des étudiants brillants qui doivent prendre un job et qui, du coup, s'épuisent dans ce job et
ne peuvent pas continuer de manière, on va dire, entre guillemets, brillante leur carrière artistique. Et comme tu disais, Nour, ça va être perçu encore malheureusement comme un manque d'ambition. Donc, on le verra plus tard, mais il y a énormément de classisme aussi dans qui dit le fait de vénérer cette voie royale de l'artiste qui s'arrête jamais. Quand on gratte la surface, on se rend compte qu'il y a vraiment une question de privilège de classe aussi. Parce que souvent, celles et ceux qui peuvent se permettre ça, c'est souvent celles et ceux qui ont les moyens aussi. Donc là, on n'a pas voulu vous bombarder de ces datas parce qu'on en a beaucoup. Donc à chaque fois, on a extrait des chiffres parlants. Donc là, voilà, c'est des chiffres sur l'épuisement ou le burn-out, euh, presque 80%. Et là, on trouvait ça intéressant aussi. Donc ça, c'était par rapport à cette question de solitude où finalement, parfois, les artistes répondantes se sentaient seules puisque en fait, plus de 70% ont dit avoir ressenti des tensions dans leur couple. La plupart, on a le chiffre, mais la plupart des artistes étaient en couple ou une forme de rivalité même. Je sens que ça résonne. Et voilà. Alors parfois, on dit qu'on est un petit peu casse-joie, mais c'est pas du tout notre ambition d'être casse-joie, hein. Au contraire, c'est de pointer du doigt une réalité puis de pouvoir faire bouger les choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très réjouissant. Mais voilà, il y a un quart des répondantes qui déclarent voilà, comme ça avoir reçu aucun soutien. Donc, quand on dit soutien, on dit... Alors, soutien, il y avait donc d'un point de vue très concret l'aide ménagère. Voilà, donc on se sent très seul au niveau des tâches ménagères et de la charge mentale liée au ménage. Aucun soutien d'ordre moral dans le postpartum. Alors attention, oui, donc aucun soutien, c'est vraiment, on est encore une fois dans du qualitatif, hein. C'est-à-dire que nous, on a repris, on a mis en noir des mots qui reviennent très constamment, hein, d'accord, d'où le fait qu'on est quand même choisi de les prendre. Donc d'ordre moral, c'est-à-dire aucune considération pour les chutes d'hormones liées justement au postpartum et qui nécessitent une vraie douceur et une vraie patience à cet endroit du postpartum de la part du compagnon ou de la compagne, du coparent en tout cas. Aucun soutien d'un point de vue du travail artistique, donc c'est-à-dire se sentir élevé, se sentir poussé après la naissance de l'enfant. Donc voilà une revalorisation nécessaire post-partum du travail de l'artiste femme et qui permettrait de la repropulser dans des énergies un peu bonnes à un endroit où on se sent quand même assez fragile. À cet endroit de Et vie. ça, c'est vrai, dans le questionnaire, en fait, souvent dans les couples où une des personnes est artiste et l'autre ne l'est pas, et où la personne qui n'est pas artiste a les revenus principaux, on a souvent comme témoignage un peu l'idée que bah, la source de revenus artistiques, c'est un peu un hobby, bon, c'est pas très grave en fait si tu n'arrives pas à concilier parentalité et création. Et donc, ça génère aussi une forme de frustration Ah oui, et d'ailleurs, forte. forte, et ça me fait rebondir ce que dit Émilie sur le témoignage de Diana Quimby, qui est donc Ah oui. l'artiste qui participait à Contralto au consulat sur l'agisme, conférence sur l'agisme. Donc, il y a une femme qui maintenant a des très grands enfants et qui s'est beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez son travail de dessin qui est assez impressionnant, qui s'est beaucoup représentée enceinte, en plus dans des positions un peu étranges, où c'est pas du tout esthétisant, et puis avec ses enfants, ses filles, etc. Et en fait, elle expliquait qu'en effet, comme ce que tu disais, c'était son mari qui pouvait porter le foyer, il lui a semblé naturel, et là on parle d'une femme qui a une soixantaine d'années, il lui a semblé naturel de devoir prendre en charge l'intégralité du foyer, donc d'un point de vue de la parentalité, mais également du ménage, et qu'il lui était très compliqué de pouvoir dire, bah oui, mais en fait, j'ai aussi un travail. J'ai aussi un travail. Il n'est pas rémunérateur, certes, mais c'est aussi du travail. Et donc, elle concluait en disant, en effet, si mon compagnon, en tout cas, avait reconnu ce travail-là comme étant un vrai travail, ne serait-ce que par sa temporalité, probablement que je serais allée plus loin, voilà, d'un point de vue de ma carrière. Et donc,
évidemment, de manière organique, j'aurais gagné plus. Et donc, j'aurais pu monter construire une économie parce que tout ça, finalement, ça s'enchaîne. Ouais, et puis tout est lié aussi, voilà, on touche du doigt aussi là l'invisibilisation du travail domestique et du travail artistique aussi. Dans le processus de création, souvent ben, tout ce qui amène à faire l'œuvre, c'est invisibilisé, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il faut comme recherche, comme disponibilité mentale pour pouvoir produire. Bah voilà, donc là on conclut donc sur cet enjeu de l'épuisement, de la solitude, que dans nos répondants, quasiment 100% pensent que la maternité a transformé la gestion de leur temps de recherche et de création, ce qui est énorme en fait. Mais tu peux parler de toi sur ton temps de recherche. Tu disais que tu allais grappiller des tout petits moments dans la petite enfance de tes enfants, des petits moments de douche. Ah oui, alors moi, c'est très drôle. Il y a un des premiers podcasts où je pensais un peu avoir inventé l'eau. C'est quoi l'expression de l'eau tiède, là? L'eau chaude? L'eau chaude. Parce que je disais que, en fait, je me sers encore des temps de douche. C'est vraiment pour moi les temps de recherche et de... Du coup, bon, ça fait un peu augmenter mais ta consommation. ma consommation. C'est voilà, autour de 1h du matin, je suis toute seule, je me douche et là, mon cerveau, il foisonne. Et en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je ne suis pas toute seule. Apparemment, on est nombreux et nombreuses il y a un truc avec, c'est pour ça que je disais découvrir l'eau chaude, il y a un truc où apparemment le fait d'avoir de l'eau qui coule, ça fait un truc méditatif et où les idées, elles fusent. Et moi, c'est vrai que c'était ça, c'était le temps, le fait de marcher, en fait. Je me sers beaucoup de la marche comme moyen de transport, ouais. Les trajets en poussette, c'est vraiment tous les petits moments comme ça où j'essayais de grappiller et de m'en faire mon temps de recherche, en fait. Donc, ouais. Moi, j'ajouterais le bain dans le sens. Ah bah oui. Alors moi, je peux pas réfléchir. Ouais, quand ils sont plus grands. Ouais, c'est vrai. Alors, on est au prochain slide, donc la mobilité. À toi. La mobilité, ça, on en a un peu parlé avec les résidences d'artistes. Et on a décidé de commencer à parler de cet enjeu avec une petite anecdote. Pendant le confinement, on avait commencé à mettre en place des interviews croisées sur Instagram. On avait eu le témoignage d'Angèle Guerre, qui est une artiste qui fait du papier. Elle fait des très beaux découpages et elle nous parlait de son expérience de résidence artiste. Elle est en couple avec un artiste où quand elle est partie, tout le monde dans la résidence d'artiste lui a demandé qui s'occupait de l'enfant. Et à contrario, quand c'est son conjoint qui est parti, ils se sont rendus compte que personne ne lui avait demandé. Et c'est vrai qu'on s'est dit avec nous, mais même nous, c'est là où on se dit, mais on a même un travail de déconstruction à faire nous-mêmes. Moi, je pense que spontanément, ça pourrait aussi être quelque chose que je pourrais demander spontanément à quelqu'un et pas à l'autre, en fait. Donc, la question de la mobilité, elle est vraiment hyper importante parce que qui dit mobilité dit possibilité de créer, puisque c'est souvent des conditions qui sont réunies. C'est comme une petite pépinière. Bah, on est tous quasiment artistes, donc on sait ce que c'est. Et donc, le fait de renoncer à la mobilité, c'est compliqué pour les artistes et encore plus pour les artistes qui ne sont pas dans l'Hexagone, donc comme on disait, pour les artistes martiniquais, guadeloupéens, etc. Alors, on vous laisse regarder le slide parce qu'il y a pas mal de chiffres. Puis ensuite, Voilà, donc on s'est rendu compte qu'en fait, là, on a séparé les chiffres. Donc, on a toute la question de la garde d'enfants qui est importante. Donc, on a à peu près plus de la moitié où ils n'ont pas un aménagement hors des temps scolaires pour, euh, pour pouvoir créer, en fait. Donc, ça, parfois, ça ne va pas toujours de soi. On suppose qu'on a du temps le week-end ou le samedi après-midi ou pendant les vacances. On a fait un gros travail en septembre sur les grandes vacances. Et en fait, la plupart des artistes n'ont pas de possibilité de faire garder leurs enfants pendant les grandes vacances. Donc, c'est eux qui s'en chargent.
quand ils n'ont pas un travail en plus alimentaire pendant cette période-là, parce que c'est vrai qu'avec nous, on est relativement privilégiés, on est professeurs, mais ce n'est pas tous les artistes qui ont cette possibilité-là aussi. Et puis, vous avez donc à droite la question des résidences d'artistes. Donc, plus de la moitié des résidents des répondantes ne sont pas parties. Mais ce qui est intéressant quand on décortique les chiffres, c'est que celles qui sont parties, c'est pour des résidences de moins de 2 semaines, de moins de 14 jours. Ouais. Mm. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. En fait, Ouais. Ouais, alors, voilà. Alors, c'est pour ça aussi, ça, c'est une oui, question bien sûr. Mais hyper importante. en fait, c'est Émilie qui pour le coup, tu n'étais pas là, mais on parlait de la fiche. Non, Ah t'inquiète oui, pas. Et on te donnera aussi les liens pour la fiche voilà. ressources. En fait, on a parlé d'une fiche ressource qu'on a fait avec Art en résidence pour toutes les résidences d'artistes en France. Enfin, ouais. Oui, et on a fait il y a le résultat maintenant. La fiche Donc là, ressource a été publiée. c'est à destination voilà, des structures. Donc l'idée, c'est que les structures puissent communiquer déjà de manière plus transparente. Donc si elles peuvent vraiment pas, qu'elles le disent. Si elles n'ont pas envie, qu'elles le disent, parce qu'il y a pouvoir et pas avoir envie du tout aussi, parce que c'est aussi une charge. Ouais. Vivant. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, on a quand même. Alors, moi, je pense que c'est important. C'est en cours. En fait, on va dire qu'il y a des transformations en cours. Le travail, je parle d'Émilie parce que c'est vraiment elle qui a bossé sur la fiche ressources. Le travail que Émilie a mené avec Art en résidence, c'est un travail de sensibilisation en réalité. Donc, les résidences maintenant ont ça entre les mains. Elles sont maintenant dans une obligation morale de pouvoir présenter clairement leurs conditions d'accueil. Oui, non, si oui, comment? Non. Alors, il n'y a pas le pourquoi, Alors, mais ouais. c'est. Après, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas Ça, là, d'obligation. il n'y a aucune obligation. Ouais. Non. Voilà. Exactement. Oui. Non, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça aussi que c'est un travail qui est permanent parce qu'on veut éviter à tout prix, alors je sais pas, le parent washing. Donc, tu vois, le truc où on aurait une belle charte et ça y est, c'est bon, le job, il est fait, on passe à autre chose. Et puis, en fait, on se rend compte en parlant avec les artistes que, ben, en fait, non. Donc, c'est pas suffisant. C'est un premier pas. Mais là, après, il faut faire aussi un travail de rencontre aussi, d'aller voir les structures, de se rendre compte, est-ce que vraiment c'est mis en place ou pas? Pour les structures qui peuvent pas. Ouais. Alors, c'est ce que pas mal de répondantes ont fait. En fait, donc, et d'ailleurs, nous, on le conseille. En fait, on part du principe que il y a certaines données qu'on n'est pas nécessairement obligé de donner de prime abord, en tout cas quand on postule à des résidences, et puis qui se discuteront plus tard. Voilà. Et donc, mais pourquoi? Parce qu'en fait, parmi les répondantes du questionnaire, tu dis que tu viens seule. On a quand même eu une répondante qui disait que son moment de passage en commission de résidence, elle s'est dit très honnêtement qu'elle allait parler justement des conditions d'accueil parce qu'elle avait un jeune enfant. Et là, la réponse qu'on lui a donnée, c'était on a déjà accueilli des animaux, mais pas des enfants. Donc, on ne sait pas trop comment faire encore. Et elle n'a pas été acceptée d'ailleurs dans la résidence. Mais ça, ce sont des choses, c'est des vrais écueils qui sont, c'est vrai, un peu drôles quand on les reçoit. Et puis on se dit, ah oui, en fait, il y a un vrai problème. Et donc, en effet, on est plutôt partisane du silence, enfin du conseil, voilà, conseiller le silence, et puis ensuite préparer la venue. Et pour donner un petit exemple, parce que là on regardait, si tu peux juste remettre les chiffres. Oui, bien sûr. Là, on regardait les chiffres, donc les nombres de jours de résidence. Ouais, pour ma part, par exemple, moi, j'ai fait une résidence au Liban avec l'Institut français. Et donc, l'Institut français, il est bien noté que c'est du minimum 1 mois. Je crois que c'est même un tout petit peu plus. Il ne faudrait pas dire de bêtises. Sauf que moi, ce n'était pas du tout compatible avec ma vie de famille. Pour des raisons, et professionnelles d'ailleurs. Parce que je me disais, comment je vais faire pour partir 1 mois? J'enseigne.
Alors, je vais essayer de les caler sur les vacances scolaires. Il va falloir, je suis séparée du papa, donc il va falloir qu'ils se débrouillent pendant 2 semaines avec les 2 enfants. Et donc, je vais leur demander de fractionner la résidence. Est-ce que c'est possible de faire Toussaint et février? Voilà. 2 semaines, 2 semaines. Donc déjà, ce n'est pas la même qualité de travail. Il faut savoir en termes de recherche et de travail sur place. Comme il y avait une femme à la tête de ce projet-là, et une femme mère qui venait d'être mère et qui, de fait, était assez sensible à ces questions-là, elle m'a permis cette souplesse. Et donc, j'ai pu partir 2 semaines, 2 semaines. Suite à mon cas, en fait, ça a fait jurisprudence et ils ont posé une charte extrêmement ferme sur le fait que dorénavant, ce serait 1 mois minimum, pas fractionnable. Ouais. Dans ce sens-là, oui. Oui, non, j'aurais bien aimé dans Mon l'autre faux sens. espoir. Oui, pardon. Non, et ça a été un vrai... Bah, c'est pour ça. Voilà. L'Institut en Tunisie, on m'a permis de venir avec mon fils et mes parents. Je suis séparée. Et du coup, c'était pareil à moi. Quand mon fils 15 jours, j'ai fait venir une garde, j'ai eu mes parents et j'ai eu tout un ensemble de lieux où ils ont accueilli mes parents, moi, mon fils. J'ai pu travailler et j'ai eu l'inverse au Vietnam avec. Ah oui. Et du coup, j'ai pu venir, mais j'ai payé à mes frais. Quand on était ensemble pour 4, un logement séparé au sein de la résidence, en pouvant utiliser la résidence au Vietnam, mais que pour mon travail, mais je n'avais pas le droit d'y loger 90 mètres carrés vide. On m'a permis d'y loger avec moi, mon compagnon d'époque. J'ai payé du coup à côté. J'ai utilisé cet endroit uniquement comme celui. Et c'était dit que j'avais le droit de venir en famille. Ensuite de ça, ils sont venus pas ensemble. Mais elle a dit qu'ils avaient envisagé un perdième supplémentaire. Pour la famille. Bon, quand même, c'est dans une famille de balles, avec les billets à charge et tout ça, pour essayer d'envisager justement, comme ils ont cet espace de 90 mètres carrés, à un moment, puisse y accueillir. La problématique, c'était mon fils. Genre, les enfants n'avaient pas le droit de venir exactement venir à la médecine, comme c'est à la et comme c'était aussi à Madrid. Il y a une problématique pour les enfants sur laquelle j'aimerais. Alors, donc, on n'a pas encore répertorié les résidences kids friendly. C'est un peu ça. Alors, c'est pas exclu. Ça, tu peux le voir. Alors, c'est que avec les adhérents. Ouais. Mais tu peux, quand tu vas regarder, tu vois si justement dans leur moteur de recherche sur la résidence, tu vois les résidences qui, qui se disent kid-friendly. Mais par rapport à toi, ton expérience, donc tu nous dis finalement, ça a fait reculer. Ça a fait reculer leur... oui, en fait, donc ça a durci la réglementation. C'était une femme mère, etc. Oui. C'est pas parce qu'on a des consoeurs. Oui, tout à fait. En l'occurrence, ça a été durci après son départ à elle. C'est-à-dire que c'est... Pas du tout. Aucune reconsultation. Ouais, non, pas du tout. Mais ça m'a pas... Enfin, j'étais pas surprise. Et puis surtout aussi... Enfin, moi, j'étais pas surprise. Mais j'ai été, par contre, très déçue parce que, concrètement... je parle pour moi, mais je crois que je parle au nom aussi de beaucoup d'artistes, parents, hommes et femmes, peu importe. Les résidences, on n'a pas envie de les faire avec les gosses. Enfin, parfois, on a envie, mais on peut aussi avoir juste envie d'être seul. En fait, d'avoir l'esprit vide, de pouvoir travailler dans la journée, de rentrer le soir dans son appartement ou dans sa chambre et de ne pas avoir à devoir s'occuper, être en hypervigilance, etc. pour son enfant. Et donc, évidemment, ces moments-là de recherche, il nécessite une temporalité particulière et qui s'accorde en fait avec les besoins de la famille. Donc rarement 1 mois, rarement 2 mois, 15 jours, 10 jours, c'est très bien en fait des petites fractions. Enfin, ça peut s'organiser. Et quand on se retrouve avec des règlements de résidence à 1 mois minimum, 2 mois minimum, très naturellement on se dit non, je ne postulerai pas. Après, quand j'étais en Tunisie, j'ai... Oui, mais bien sûr, il y a plein de...
Il y a plein de possibilités, mais c'est... possibilité à imaginer. Donc, Oui, avec les structures d'accueil. alors concrètement, par rapport à ta question sur Oui. la structure d'accueil, il y a vraiment, donc si vous allez par exemple sur le site de Art en résidence, si vous regardez les membres, donc c'est que les membres, c'est pas exhaustif, mais ce qui est bien, c'est qu'ils répondent aussi à une certaine rigueur aussi en termes de rémunération aussi. Et donc là, donc ils sont pas tenus d'accueillir les artistes. Par contre, il faut se rendre compte qu'avant, la question de prise en charge de la vie familiale des artistes, c'était absent. Donc, c'était pas dit, en fait. Tout ce paragraphe-là, il y a 18 mois, n'existait pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le fait de pouvoir communiquer. Alors, c'est pas du tout optimal. Ça veut pas dire que ça y est, ils sont parent-friendly, mais en tout cas... ça peut être un espace de discussion. C'est une espace de discussion et maintenant, ça, voilà, ça, c'est là, c'est présent. 2 angles, qui est cité là d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Ah oui, c'est ça, celui-là. Ouais. Pareil, pollen, enfin, il y a plein de structures qui sont hyper aidantes aussi. Ouais, voilà. Et je pense qu'il faudrait presque qu'on puisse répertorier des témoignages spécifiques à ça, aux accueils. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais, ça va faire partie des... Ouais, clairement. On en a clairement besoin. Le fractionnage, la possibilité d'envisager une garde, la possibilité de loger. Tout à fait. Choisir l'hôtel plutôt que le logement de résidence quand tu viens avec ton Ouais. Voilà, il y a certains points clés qui sont à mettre en avant. Si des vendeurs se travaillent pas, tout à fait. La rémunération. Ouais, voilà, c'est une globalité, comme tu dis. Et aussi, ce qui est important de se rendre compte, on va le voir plus tard, les chiffres, dans ces chiffres-là, celles qui ont répondu qu'elles sont parties, donc elles sont une majorité à être parties moins de 2 semaines, mais la moyenne d'âge, la moyenne du nombre d'enfants de nos répondantes est un peu comme au niveau national, est de 1,5, donc à peu près 1 voire 2, dans un tiers des cas, c'est 2, et l'enfant a 9 ans en moyenne. Donc, en fait, on se disait, ce qui serait intéressant, ce serait de voir parmi celles qui ont répondu, celles, par exemple, moi, je suis une ultra-minorité, moi, j'ai 3 très jeunes enfants, moi, je ne suis pas encore partie en résidence. Donc, ce serait de voir, OK, dans les artistes qui ont 2, 3, bon, en fait, il y a une majorité d'artistes voilà, qui ont un enfant. Qui ont juste un enfant. Donc, ça serait de voir encore plus, de zoomer, parce que après, c'est des couches aussi de difficultés quand c'est des âges différents, parce que c'est des logistiques différentes aussi. Donc, ouais. 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 Mais c'est vraiment une minorité qui, non. C'est vraiment très, très, très minoritaire. Enfin, c'est génial parce que ça donne de l'espoir. Non, on ne parle pas de simplicité, hein. Mais c'est qu'en fait, juste d'un point de vue du parcours artistique, c'est pas représentatif, malheureusement. Malheureusement. On aimerait bien, ouais. Mais je pense que c'est lié aussi à la culture du pays, à la... Enfin, tu vois. Ouais. Et puis on parle aussi, enfin il y a aussi voilà, il y a aussi des questions économiques, voilà. Qui rentrent en jeu, de soutien familial. En fait, voilà, voir ses parents, les grands-parents ou pas, de famille ou pas, des tatas, ça change vraiment très très fort l'équilibre de projet. Donc, challenge 3, l'économie, précarisation, difficulté d'accès aux prestations sociales. Alors, je vois qu'il y en a certaines qui attendent des bébés. Je ne me trompe pas. Et donc, alors, il y a des choses qui ont changé. Alors, nous, on se félicite pas mal avec Émilie d'avoir été aussi, entre autres, à l'initiative de ces changements vis-à-vis des indemnités journalières. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait partie de celles qui ont tapé très, très fort du poing sur la table durant les réunions avec le ministère et la délégation des arts plastiques sur l'opacité de transfert d'informations entre l'Amélie et l'URSSAF et qui crée des blocages absolument dramatiques dans le traitement des indemnités, des congés maternité. Donc en fait, on s'est retrouvé avec des chiffres qui sont vraiment tragiques de femmes qui ont abandonné parfois carrément
la démarche de pouvoir se faire rémunérer, en tout cas de toucher leur rémunération et leur congé maternité. Et surtout, en fait, avec des exigences qui dépassaient l'entendement et la réalité, en fait, du métier. Donc, en fait, on demandait aux femmes en N-2, donc 2 ans avant, la date de déclaration de grossesse de justifier de 900, à l'époque, 900 euros SMIC annuel. Donc, ce qui équivalait à peu près à 9 000 euros, je crois, annuels. Et donc, en fait, en militant très, très fort avec Émilie et d'autres structures, hein, on n'est pas les seuls, mais je pense qu'en fait, on s'est tous retrouvés au même moment, au même endroit. On a réussi à faire, et puis il y avait eu le Covid, pardon, on a réussi à faire baisser l'assiette à 600 euros SMIC, mais qui est quand même une grosse somme. Hein. On est quand même aux alentours de 6 400 euros à justifier par an pour pouvoir toucher l'intégralité de son congé maternité aujourd'hui. Ouais. Ah oui, 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 c'était bénéfice. C'est 600 euros de bénéfice. Non, non, 6 400. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Avoir 15 000 de chiffre d'affaires et être à 0 en bénéfice. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, alors bah justement, j'aimerais bien y arriver. En fait, ce qui se passe, c'est que. Et puis, alors, il y a deux choses. Donc, alors, évidemment, on le sait nous-mêmes quand on va aller déclarer en dehors de la maternité, hein, peu importe. Quand on va aller déclarer nos revenus à l'URSSAF et qu'on voit que le chiffre, il est quand même assez bas, ben, on nous propose de surcotiser pour pouvoir bénéficier des prestations de sécurité. La surcotisation, ça a quand même un coût, en fait. Ça a quand même un coût, c'est pas rien, c'est quelque chose qui se travaille, qui se prévoit aussi. Et j'en arrive à cette histoire de prévenance. On demande aux femmes, en fait, de prévenir, de prévoir, en fait, 2 ans auparavant, une surcotisation, au cas où elles soient enceintes 2 ans après. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'en fait, si vous déclarez votre grossesse entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année en cours, les revenus qui vont être pris en compte seront N-2. Donc, ça veut dire qu'en N-2, il faut avoir justifié d'au minimum 6 400 euros de revenus. Hein, et là, tu te dis, waouh, mais en fait, 2 ans avant, moi, je n'y pensais pas. Enfin, j'étais peut-être, enfin, tu vois. Alors, quand on déclare sa grossesse entre le 1er juillet et le 31 décembre, on est en N-1. Alors, c'est pareil. Moi, j'en sais rien 6 mois avant si je vais tomber enceinte. Donc, en fait, il y a cette histoire qui, jusqu'à maintenant, vraiment, c'est moi, je la comprends toujours pas. En fait, je me dis, mais comment se fait-il qu'elle soit pas repensée, en fait, qu'elle soit pas redéfinie, qu'on puisse pas tous se poser en se disant, mais en fait, il y a quelque chose qui déconne en fait dans ce calcul. Donc, ça donne en effet, ça donne beaucoup de femmes qui se retrouvent à devoir demander de l'aide à côté, qui se retrouvent à renoncer à certains droits. Ou qui se retrouvent aussi à chercher, moi ça a été mon cas, hein, enceinte, j'ai cherché un CDI en fait. Voilà, à se dire merde, voilà, on est nombreux et nombreuses voilà, dans ces cas-là. Donc derrière ces chiffres, il y a aussi ces réalités-là. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est après. Ouais. Non, mais je pense que les chiffres sont quand même assez évoquants. Sont assez parlants, quoi. Oui. Donc ça, juste encore un rappel, hein, l'agence d'études qui a donc à partir de réponses qualitatives voilà, ça va être des réponses par exemple un peu mitigées, donc les a mis plutôt dans le vert clair. Donc tout ça, c'est des appréciations parce que c'était pas des... c'est pour ça que là, on a voilà, situation financière correcte, c'est celle-ci. Donc, correcte, bon, c'est un peu qu'est-ce que tu mets derrière correct. Est-ce que c'est justement de prendre un CDI, mais du coup, tu vas travailler pour 35 heures et est-ce que c'est correct pour un artiste? Pas vraiment. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toutes ces petites choses qui ne sont pas dites par les chiffres. Ouais.
C'était juste après le Covid. C'est ça, hein? Ouais, juste après le Covid. D'ailleurs, oui, c'était où, maternité? C'est Je lui l'ai qui mis avait juste connu? après. Ah oui, Non, d'accord. non. Là, Ok. vous voyez. Là, on a Ah oui. finalement un petit quart des artistes qui étaient représentés par une galerie quand elles sont tombées enceintes. Et il y a peu de changements après, voire pas de changements. Donc, en fait, on se rend compte aussi que le circuit commercial est finalement minoritaire aussi pour les artistes répondantes au questionnaire. Donc ça serait intéressant de voir pour le questionnaire quantitatif pardon, qu'on a envie de mettre en place. C'est de voir, est-ce que c'est parce que les artistes qui sont représentés se sentent du coup peut-être moins concernés par ces questions, parce qu'elles sont plus dans un circuit Ah oui, c'est déjà peut-être, établi oui. en fait, Ouais. ou pas. Donc voilà, ça c'est des spéculations aussi. Ouais. Et puis, c'était intéressant aussi ce chiffre de 35%. On parlait au début de nos expériences personnelles, hein, Émilie et moi. Et puis, le fait que, par exemple, pour ma part, en tout cas, je ressentais une aversion épidermique quand on posait la question de ma maternité dans un cadre professionnel. Ici, on y est aussi. Donc, voilà, j'étais pas seule. Ouais, 35% Ça ont m'a pas mal caché rassurée. leur grossesse. On cache la grossesse, on attend avant de l'annoncer, on n'en parle surtout pas. Ça nous semble quand même être un chiffre important aujourd'hui. Ouais, on a peur de perdre du boulot, on a peur d'être décrédibilisé, on a peur que quelqu'un vienne nous dire bon, on va te laisser un petit peu de temps pour te reposer et puis on voit après. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans des boulots d'indépendants? Voilà, il n'y a aucune protection. Non, on ne l'a pas posé. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Qu'on souhaite avoir, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai que ça aurait été... Ouais, je pense que de toutes les manières, le nouveau questionnaire qu'on va lancer va être très en phase avec ces nouvelles questions d'économie parallèle qui sont en train d'émerger très très fort là, de rendre de plus en plus visibles dans le milieu de l'art. Ouais, c'est vrai. C'est très actuel. Tout à fait. Maintenant, en fait, il faudrait le mettre en avant maintenant. Exactement. Ouais, parce que les questions que nous, on a construites, elles datent quand même, elles ont été construites à partir de 2020. 5 ans même, 2019, ouais. 2019, on a donc commencé... avant le Covid, on avait... Ouais, parce qu'on y a pensé avant le Covid. Ouais. Très bonne idée. Les artistes femmes qui sont dans des parcours pour avoir un enfant et qui justement ont besoin d'un parcours de soins spécifiques. Parcours PMA? Oui, par exemple. En fait, c'était ouverte à toutes les... Pas seulement aux naissances. Ouais. Aussi dans la préparation de ça, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Ouais. Et du coup, c'est des charges aussi. Il y a des questions de fausse couche, il y a des questions des changements en vie. Ouais. Voilà, il y a tout ça. Alors ça, c'est une très bonne question et c'est vrai que on a eu par exemple, on a eu des témoignages, certains qui allaient dans ce sens-là, aussi des témoignages qui étaient sur des couples adoptants, un témoignage sur une famille qui a fait complètement famille autrement, donc famille à plusieurs. Ça, c'est vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas voir dans les chiffres en fait. Donc ça va être vraiment dans les témoignages. Et effectivement, c'est vrai que on parlait d'épuisement, mais qui dit parcours de PMA dit de l'épuisement, de la fatigue, de les fausses couches. C'est quelque chose qu'on commence à en parler aussi, mais là, on est... Ouais. Ça vaudrait la peine, on va en parler tout à l'heure, ça vaudrait la peine de l'inclure, ça nous vaudrait la peine de l'inclure dans le projet d'édition. Donc là, on serait vraiment en effet sur livrer des témoignages. Et là, on peut retrouver en effet beaucoup de profils très différents de parents. Mais c'est vrai que c'est parfois sans coparents aussi. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte à quel point ce projet touche aussi, et vraiment touche à l'humain, parce que souvent, dans les personnes avec qui on parle, qui n'ont pas d'enfants, parfois, il y a
souvent même, on a des personnes qui auraient souhaité avoir des enfants aussi. Voilà. Tout à fait. Donc, la question du renoncement, et ça, c'est une question ouais, qu'il faut manier aussi avec humanité et voilà, délicatesse aussi. Parce qu'en fait, on se posait la question dans la refonte du questionnaire, de faire un questionnaire aussi pour ces personnes-là aussi, pour essayer de comprendre les choix de renoncement. Voilà, en fait, nous, Voilà. on aurait été, parmi les questionnements qu'on avait, c'était est-ce que certains renoncements sont liés, sont inhérents au métier directement? Est-ce que certaines, alors on a Ouais. déjà Ah eu ouais, des on a réponses. déjà eu beaucoup de On réponses. a Ouais. déjà eu des réponses dans ce sens-là. C'est-à-dire certaines personnes renoncent à la parentalité parce qu'il y a un choix à un moment qui se fait et qui se défend tout à fait, qui est totalement réfléchi et voilà, et pensé, c'est un vrai projet de vie. Ouais. Et puis parfois, c'est pas le cas. Donc voilà, comment on va pouvoir intégrer aussi ce renoncement dans son parcours professionnel, ce renoncement, certains obstacles qui ont pu aboutir à une non-maternité ou une non-parentalité dans le parcours professionnel. Mais après, c'est un boulot absolument gigantesque. Nous, on s'est attaqué à une question spécifique, qui est la maternité, l'impact de la maternité. Souvent, quand on nous demande, il y a parfois des coparents hommes qui nous demandent, il faudrait nous aussi, voilà, notre questionnaire. Et bien sûr, ce serait vraiment intéressant, mais c'est encore une fois du travail en plus qu'on rajoute sur un travail bénévole. Et en fait, nous, dans l'idéal, il faudrait qu'on arrive à avoir une équipe. Bien sûr, voilà. évidemment, qu'on fasse une équipe en fait de tous ces gens intéressés pour créer plusieurs questionnaires, plusieurs volets en fait de réponses, de questions-réponses, puis ensuite de recouper tout ça. Jimmy, tu avais une question. Non, en fait, c'est des structures accompagnantes, c'est-à-dire qui nous ont prêté des lieux pour qu'on puisse étudier les questionnaires, qu'on puisse les éplucher. Alors, on a eu après des soutiens financiers du ministère de la Culture. C'était ça ta question, pardon? Non, c'était sur la réforme des aides. C'était quand tu parlais de la réforme des aides avec Maze, la Buse. Ouais. Oui, c'était Maze, la Buse. Oui. Ouais. La Buse aussi. Tout à fait. Il y avait la Buse aussi derrière. Ouais, la Buse. On ne vous avait pas rencontré à ce moment-là. Ouais. Et Jimmy, oui, tu voulais. Ouais. Ouais. Oui, oui. Travailler le fond de cette question-là, ce ministère, ça leur plaît beaucoup de travailler avec des institutions comme Mace qui est des intérêts derrière et pas d'intérêt politique. Concrètement. La question, c'est qu'est-ce que vous avez, et parce que nous, dans les fondations, la fondation des fondations, on témoignage aussi sur le renoncement par la commission. Et vous avez un chiffre les arrêts de carrière? Non, de renoncement. Non, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres pour deux raisons. Enfin, parce on a interviewé des parents. Donc, on n'a pas de chiffres sur les non-parents qui auraient renoncé. On a par contre beaucoup de témoignages sur des artistes femmes qui ont renoncé à avoir plus d'enfants. Oui. Ça revient tout le temps. Qui ont un enfant, qui auraient fini. bien aimé en avoir deux, mais pour qui c'est pas possible. Et c'est pour ça que ce matin, le fait de voir ces chiffres sur les top 10 artistes hommes qui ont 3 et plus et femmes qui ont à maxima 1, on se dit, ah ouais, donc dans un cas, il y a vraiment, et ça revient régulièrement. Qui ont quoi? Arrêter l'art? Arrêter de travailler. Ça, on en a. Non, je pense qu'on l'a. Ça, on en a. Ça, on a ces chiffres-là. On ne les a pas mis là dans cette présentation, mais on pourra les donner. De toute façon, on va faire une présentation plus officielle des chiffres aussi, avec la Dinner aussi. Mais voilà. Ouais, et puis surtout cette question-là donc de l'arrêt de carrière. Se jouxte à le concept de pause dont on parlait au tout début. Donc parfois, ce qui peut sembler être un arrêt est en réalité une pause. Parfois, ce qui est une pause dans le rythme et le travail artistique devient un arrêt.
Voilà, Ouais. alors ça, nous, on l'a épluché lors de la conférence avec Camille Paulin, mais on serait d'accord pour la refaire avec Ouais. vous. Cette conférence sur la pause, parce qu'elle va être renourrie et renourrie. Et pour ça, je vais juste vous citer un livre qui s'appelle Dis-leur que j'ai dit non. Ça veut dire Tell them I said no. Il n'a pas encore été traduit en français, mais c'est de Martin Hubert. C'est un chercheur anglais qui est basé en Allemagne. Et donc, il dit, une grande partie du rôle de l'artiste aujourd'hui dans un monde de l'art fortement professionnalisé consiste à se montrer, à être présent, idéalement sur tous les fronts. Dans un tel contexte de logique court-termiste hâtive et d'un trop-plein d'informations, une sorte de retrait volontaire, un certain respect envers le silence pourrait constituer une avant-garde, sinon une difficulté ou possible approche suicidaire, de telle sorte qu'on puisse estimer aujourd'hui qu'il semble qu'on doive mériter le droit de se retirer. Et donc, cette citation, elle aborde un peu ce sujet dont on est en train de parler, voilà, de ne rien faire. Et elle révèle aussi cette anxiété qui nous traverse tous. Est-ce qu'on est assez artiste? Est-ce qu'on est assez investi avec nous? On s'est amusé à mettre sur nos CV à chaque fois nos enfants qu'on a, La naissance des enfants. 2016, 2018. Donc, En fait, voilà, c'est un même peu un engagement militant. militant pour nous. Et là, on le précise à chacune de nos interventions. C'est-à-dire les filles, les artistes. Notez, voilà, notez naissance de mon fils, naissance de ma fille. Et ça dans le CV artistique, parce que ça se pose en fait dans le cadre de la continuité de certaines expositions. Séparation amoureuse, moi je l'ai mise parce que forcément ça a un impact sur mon travail. Voilà, et donc, en fait, voilà, il y a ce rythme en fait de la vie personnelle, mais qui va avoir un impact réel sur ma vie professionnelle. Et ça nous semble important. Ouais. Et pour continuer dans ce que tu lisais là de Martine Hubert, c'est ça, Camille Paulin aussi, dans son article que vous pouvez trouver en ligne, qui s'appelle Après l'émergence. C'est ça. Et ouais. On l'a. Qui a été publié par. Pardonnez-nous, on arrive. On vous la met ici. Hop. Publié par. Tac. C'est ça. Voilà. FRAC Nouvelle-Aquitaine, MECA et Actes Sud. Et donc, l'article s'appelle Après l'émergence et c'est dans Vivante. Ouais. Réflexion. Donc, en fait, elle disait sur cette histoire de concept de carrière et de visibilité. Donc, je cite, le milieu de l'art aime se glorifier de son progressisme, de sa liberté de ton et d'esprit. Pourtant, valorisant des attitudes souvent difficilement compatibles avec la maternité, comme la disponibilité à l'international, résidence, biennale, tournée, les horaires décalés ou un certain mépris pour la vie domestique ou familiale, ce milieu confronte les artistes femmes et mères à une double contrainte. D'un côté, on exige d'elles qu'elles posent des frontières entre leur vie privée et leur carrière artistique. De l'autre, on leur demande d'oublier suffisamment ces dernières pour s'adapter à un milieu souvent intraitable en matière d'engagement. Donc, on arrive à certains chiffres. Voilà. Donc là, on l'a vu plus en haut, 97% pensent que la maternité a transformé complètement leur temps de recherche. On vous a mis certains témoignages qu'on vous lira aussi par la suite. Et en fait, dans ce temps de création aussi, on a quelque chose qui est important, qui est la disponibilité. Donc, le fait d'avoir, on parlait d'économie de l'art, le fait d'avoir un travail à côté. Et donc là, on a posé une question qui a fait un peu mouche au début, qui était, est-ce que vous pensez que le fait de pouvoir concilier parentalité et créativité, c'est une question de niveau social, donc de classe sociale? Est-ce que ça aide? Et donc, la plupart, ce n'est pas une surprise, pensent que oui, bien évidemment, ça aide. Parce qu'en fait, souvent, dans cette conciliation, dans cette possibilité de jongler, de surmonter ces obstacles. Je juste ouais. pas bouger. Voilà, Pardon. Voir les Il y a en fait une aide sociale, donc soit des artistes qui viennent de familles qui sont déjà privilégiées ou qui ont des conjoints qui peuvent soutenir des conjoints mécènes, voilà, qui peuvent soutenir
et ça pose aussi tout un tas d'autres questions qui ne sont pas propres à l'art, hein, qui sont la question de l'autonomie, de la dépendance financière, de tout ce que ça induit en cas de séparation. Et ça, on a voilà, des témoignages aussi où ça peut être assez catastrophique aussi. Donc, c'est un peu on tire sur un fil et puis ça nous amène à d'autres problématiques. Et c'est là aussi, on parlait tout à l'heure de convergence aussi. On se rend compte que finalement, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément artistes, mais qui vont être des administratrices de lieux ou des directrices de musées ou des critiques d'art énormément qui nous disent, mais en fait, on est aussi, on est face aux mêmes problématiques. Là, ça c'est bon. Vous avez pu voir un petit peu. Ouais. Et nous, ça nous a amené forcément à la question de l'agisme. Donc, Voilà. cette question-là. Alors, et donc, on avait juste eu envie de vous donner une petite anecdote. Donc, en fait, on s'est rendu compte, enfin, c'est pas nous, mais on a lu et puis on a fait nos recherches, mais on s'est rendu compte que les femmes les plus âgées étaient de plus en plus recherchées aujourd'hui. Et donc, tant par les institutions que le réseau commercial, en fait, les galeries. Et donc, on cite qu'en 2017, l'année où les règles de restriction d'âge du Turner Prize ont changé, Lubaina Himid est devenue la lauréate la plus âgée des 33 années de l'histoire du prix. Donc, et elle avait 63 ans. Et elle était également la première femme noire à gagner. Donc, contrairement aux articles de presse de l'époque, indiquant que le succès lui était arrivé tardivement, 63 ans, Himid raconte que la presse britannique savait pourtant ce qu'elle faisait déjà dans les années 80, donc à sa trentaine, mais que la presse avait choisi d'ignorer ce travail-là à 30 ans. Ouais, donc il y a un peu dans la question de l'agisme, il y a un peu une zone grise. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous savez sûrement, dans l'art contemporain, il y a une grande valorisation de ce qu'on appelle les artistes émergents. Et les artistes émergents, on le lie encore beaucoup à l'âge, parce que finalement, on pourrait être émergent à 50 ans, mais c'est encore largement entendu, artiste émergent, c'est moins de 30 ans, 32 ans. Et il y a effectivement, comme disait Nour, aussi une espèce de valorisation aussi des artistes en fin de vie, avec des grandes rétrospectives, avec une espèce de consécration. Et donc là, on se retrouve avec une zone grise qui est à peu près de 35, 50, 50, 50, ces 20 années-là, où c'est souvent la période qui est la plus difficile pour un ou une artiste et qui correspond en fait vraiment à... Il y en a qui deviennent rouges derrière. Voilà, qui correspond exactement à l'âge à laquelle, pourquoi est-ce qu'on télescope, c'est l'âge à laquelle on a nos enfants en moyenne en fait. Les chiffres qu'on a, ça correspond à peu près, finalement, nous artistes, on a nos enfants à peu près en même temps que la moyenne des Français et des Françaises. Donc c'est un peu plus âgé, à peu près 32 ans. Et donc, quand on sait qu'il y a beaucoup de prix, de concours, si par exemple, tout d'un coup, on voulait postuler, tiens, on va faire dans notre parcours artistique, on aimerait peut-être faire le Fresnoy, c'est pas possible, limite d'âge 35 ans. Il y a pas mal de prix voilà, qui sont 40 ans. Et puis, quand bien même, ce n'est pas des prix, ça va être des limites psychologiques, en fait, des barrières. Il y a vraiment cette barrière encore des 40 ans, alors que, bon... D'ailleurs, on avait reçu le témoignage d'une artiste qui ne souhaitait pas qu'on cite, je crois, le lieu d'art. Oui. C'est un lieu d'art dans Paris qui est assez renommé. Ouais. Donc on ne le fera pas, pour des raisons, parce qu'en fait, on fait quand même, on a aussi des clauses de confidentialité, mais en fait, elle nous envoie quand même un échange qu'elle a eu avec la structure, qui lançait un appel avec une limite d'âge de 40 ans. Pour un prix, de photographie. De photographie pour les artistes de moins de 40 ans. Elle en avait 41. Alors, elle en avait 41, mais surtout, ce qu'elle précise dans sa candidature, c'est voilà, en fait, j'ai eu mon enfant à 40 et c'est pile, en fait, j'ai eu ma grossesse. Donc, en fait, là, ça y est, je bascule sur mes 41. Sauf qu'en fait, moi, entre-temps, j'ai perdu tant de mois qui auraient pu, en fait, me permettre de postuler à 40, 40 pile, enfin, juste avant mes 41. Donc, est-ce qu'on pourrait juste faire une dérogation liée à cet événement de vie qui m'a légèrement retardée sur ma candidature?
Donc la réponse qui lui a été envoyée est une réponse très protocolaire, très polie, hein, évidemment, en disant nous sommes dans le regret de vous annoncer que la limite d'âge est à 40 ans. C'est comme ça, point Merci, barre. madame. Donc ça nous semblait important quand même de pouvoir Ouais. garder ce genre de témoignage. Peut-être un Mm. jour de le rendre public sans nécessairement citer les institutions, mais de pouvoir juste parler de l'absurdité en fait, de ces échanges entre institutions et artistes, en sachant qu'on le précise quand même, et l'une et l'autre ont besoin de l'autre. Hein. Mm. Est-ce que la nature de Tout à fait. Ah oui, bien sûr. De relations, bien Évidemment. sûr. Ah bah oui, absolument. Ah oui. Donner la vie est une charge, Mm. peu importe comment elle se physique, ce qu'on veut. Et dans un temps, c'est par exemple, que finalement, le décompte des années chez les femmes, on va se faire ça. Enfin, on compte bien les années du certainement sur leur âge. Non, mais voilà, ce truc finalement d'avoir un noyau en profondeur Ben, oui. physiologique. Mais complètement. Et puis aussi, ça pose la question de la priorisation entre évolution de vie et évolution de la carrière professionnelle. Donc, tu parles de grossesse, postpartum, dépression, deuil, handicap, voilà, qui viennent Voilà, parce qu'il n'y a pas que la grossesse. aidants. Les femmes sont Voilà. majoritairement plus aidantes que les hommes, donc on se retrouve dans des situations, enfin majoritairement dans des situations Dans cette où on va période, aider des personnes malades. dans cette période des 35-55 ans, on a souvent nos propres parents qui commencent à devenir âgés aussi. Donc, il y a toute cette question du soin aussi à l'égard de nos parents qui incombe aussi encore beaucoup aux femmes. Donc, toutes ces questions-là qui viennent ponctuer en fait les temps de silence sur les CV artistiques, dont on a un peu parlé avant aussi. Le privé a déjà un peu avancé sur cette question. C'est bien un projet pour les aidants. Quand tu as ouais. que tu as le droit de faire ce billet-là, oui, ouais. Non, il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. On y va? Oui. Alors, on s'arrête. Je sais que on est trop friands tous de chiffres. On a dû faire des choix de chiffres. On va juste s'arrêter sur les chiffres là. Mais on va. Je sais pas quelle heure il est. Il est 4h moins le quart. Donc ça va, c'est bien. On a réuni. Alors là, on a livré quelques chiffres. On en a beaucoup d'autres. C'est simplement que maintenant, il nous faut les traiter. Il nous faut pouvoir les intégrer à l'intérieur de thématiques, de grandes thématiques. On verra ensemble si nos futures collaborations. Mais en attendant, on a donc des événements pour reproduction qui viennent nourrir tout ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce serait d'aller, d'abord, là, on a réussi à avoir une analyse quantitative de ce questionnaire majoritairement qualitatif. Maintenant, on aimerait bien avoir l'analyse du qualitatif. Donc ça, c'est le boulot pareil des statisticiens c'est pas le nôtre, on ne saura pas le faire et on attend de recevoir les fonds à cet endroit-là. Et ce qui va nous permettre, et ça on le verra un tout petit peu dans le slide suivant, ce qui va nous permettre de penser le début, de commencer la pensée, commencer le projet de chantier de l'édition, de reproduction. Ouais. On va continuer les missions de sensibilisation dans les écoles d'art, c'est très important, dans les institutions culturelles aussi. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, comme tu disais avec ton témoignage de résidence d'artiste, en fait, c'est pas on fait ça et c'est fini et on passe à autre chose. En fait, c'est vraiment on est au tout début de la prise de conscience et donc c'est un travail qui est permanent parce que sinon, voilà, il peut y avoir un peu cet épiphénomène de parent washing et puis après, hop, c'est fini et puis en fait, finalement, c'est business as usual. Donc, voilà. Donc, on a aussi des chantiers moyen terme qui nous tiennent énormément à cœur. On veut faire une programmation curatoriale pour visibiliser, en fait, ce travail des artistes femmes et mères et aussi un peu
mettre aussi à l'avant des thématiques qui ont longtemps été un peu méprisées. Ça change, ça change. L'Arsenal, justement, a eu une exposition autour de la création-procréation. Mais voilà, on est toutes les deux performeuses, donc on aimerait faire un symposium de performance aussi autour de cette thématique-là, de la parentalité. On souhaiterait faire une plateforme numérique avec tous ces témoignages, le nourrir d'un podcast aussi. Donc, Le projet voilà, éditorial. le projet éditorial qui irait main dans la main avec un projet de podcast. Donc, plein de choses, plein d'ambitions, mais du coup, il nous faut aussi des sous. Donc, on est en ce moment en train Il de nous faire faut un des gros sous. travail de recherche de mécènes, de sous. Et ouais. Donc, on vous avait parlé de l'AA. Et donc, grand merci à l'AA pour le soutien. Et ce, depuis le début. Et également le ministère de la Culture, qui jusqu'à maintenant nous accompagne avec une grande régularité d'ailleurs, Ouais. qui sont vraiment intéressés par le sujet et ont très très envie là, de pouvoir avoir connaissance des chiffres aussi. Et donc, toute dernière chose, ça c'était Oui. notre petit kiff personnel. Oui. On s'est dit que ce serait chouette que vous puissiez entendre certains témoignages. Donc, on va se faire un petit ricochet, voilà, de témoignages anonymes. On va les anonymiser. Tous, voilà. Donc, certains artistes, comme je vous le disais, veulent être cités, absolument. D'autres artistes ne veulent pas être cités. Là, pour voilà, cette lecture, on va les anonymiser. Anonymiser. Tu veux commencer? Oui. Je pense qu'il ne faut jamais exclure quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant peut aussi bien parler des enfants et de la parentalité que quelqu'un qui en a eu 12. Je pense que la parentalité est entre autres une affaire politique et sociale autour de laquelle tout le monde devrait pouvoir se rassembler. Car les enfants n'appartiennent jamais à leurs parents, mais au monde dans lequel ils ou elles sont nés. C'est donc l'affaire de toutes et tous de créer la possibilité aux mères de se réaliser pour que les enfants apprennent aussi à le faire. Je me considère comme une résistante qui a choisi de prendre un sentier terreux plutôt qu'une autoroute. J'assume et je pense que malgré tout cela, forge et alimente mon travail indirectement, mais j'avoue que c'est dur. Je suis pour l'instant endurante. Je sais que les enfants vont grandir, mais je sais aussi que je vieillis et qu'il y a plein de super jeunes artistes qui sont très bons et très disponibles. Il faut accepter tout cela et trouver sa place, son rythme. Le problème de la création, c'est qu'elle a besoin d'être partagée avec un public. À quoi bon bricoler des trucs toute seule dans sa chambre? Nous avons besoin d'une confrontation avec le monde, d'un partage avec le public. J'ai tendance à éviter le sujet parce que je n'ai pas envie de parler d'enfants, alors que je peux parler de mon travail, de l'art, et parce que je crains d'être ennuyeuse, décalée, ridicule en parlant d'enfants dans tel ou tel contexte. Au début de ma carrière, j'ai vraiment pensé que ce serait impossible de réconcilier les deux. Je n'ai pas eu beaucoup de modèles d'artistes mères. Mes profs femmes avec des enfants n'en parlaient jamais. Des livres sur le sujet des femmes artistes que j'ai lus à l'époque, notamment Women, Art and Society de Whitney Chadwick. J'ai retenu qu'une des raisons majeures pour le manque de réussite des femmes a été les obligations de la parentalité. Et au niveau personnel, ma propre mère a pas mal sacrifié sa carrière professionnelle d'architecte pour s'occuper de ses 3 enfants. Peu à peu, j'ai rencontré des artistes avec des enfants et j'ai compris que c'était possible de réconcilier ce désir de la maternité avec le désir de créer de l'art. J'avais la sensation de mentir permanemment à mon entourage, car je ne voulais pas encore dire que j'étais enceinte. Si j'avais postulé à des postes de professeur ou des appels à projets pendant la grossesse, c'est une évidence que je n'aurais pas eu le poste. C'est une évidence aussi que j'aurais caché le fait d'être enceinte. Qui va embaucher une femme enceinte dans n'importe quel domaine?
Au-delà de la question de la maternité, c'est surtout la nécessité de gagner un salaire correct qui a transformé, voire supprimé, mon temps de recherche et de création. Il est important qu'on comprenne qu'une grossesse n'est pas le reflet d'un manque d'ambition. Avant d'être maman, j'avais en tête qu'il serait compliqué de concilier vie de famille et vie artistique. Étant de nature très ambitieuse, il s'agissait d'un sacrifice valable et défendable. Je ne remettais pas en question le système, j'allais dans son sens. Durant ma grossesse, j'ai énormément sculpté. Je n'ai d'ailleurs jamais été aussi prolifique. Je ressentais une soif de créer et je ne me ménageais pas, jusqu'à 3 jours avant la naissance de mon fils. Je suis extrêmement vigilante et c'est presque obsessionnel à rappeler à mon conjoint une équité de couple entre temps de famille et temps de travail personnel. Au début de ma parentalité, je vivais publiquement plutôt mal le fait d'être mère. Je ressentais ce statut comme réducteur de ma personne. Je détestais parler d'enfants, d'éducation ou autre. Je tentais de chercher autour de moi des mères similaires, en vain, et me sentais très seule dans mon incapacité à marier ces différents pans de ma vie. Depuis ma rencontre avec Émilie et ce projet de naissance-reproduction, quelque chose s'est réparé. Une réconciliation s'opère. Je me sens aujourd'hui prête à parler de ma maternité dans mon travail et au sein de mes échanges professionnels. Je peux dire aujourd'hui que mon statut d'artiste et maman est devenu politique. Lenka Clayton, en faisant manifeste de sa volonté que le manque de concentration et de sommeil ne soient pas des obstacles à sa vie créative, et en s'engageant à continuer sa pratique créative pendant son temps de maternité, a eu un impact puissant sur moi. Elle réglait une équation insoluble que je pouvais vivre depuis la naissance de mon premier enfant. La culpabilité de ne pas être avec lui quand je travaillais et la culpabilité de ne pas travailler quand j'étais avec lui. Paradoxalement, alors que ma fille était voulue, j'ai réagi en paniquant. Le premier mot que j'ai prononcé en voyant le cadran enceinte du test de grossesse était « fuck ». Je me rendais compte de l'immensité du changement qui allait avoir lieu, comme un avant-après. J'ai été totalement consumée, pour ainsi dire, par ma première grossesse. Je n'avais pas envie de créer. J'étais dans un état autre, vraiment éprise par mon enfant à naître. Et j'ai donc accepté cette non-envie. Je l'ai vécue comme une pause nécessaire et heureuse. J'aspire à ce que le sujet de la maternité dans l'art ne soit pas méprisé, ne soit plus méprisé, que l'on accepte qu'une artiste puisse s'arrêter, que cela ne fait pas d'elle une artiste sans ambition, mais au contraire un être complexe, avec différentes périodes de vie, plus ou moins productives dans sa vie artistique, que les résidences d'artistes intègrent une bonne fois pour toutes la problématique des artistes qui sont parents, que l'on arrête de considérer qu'un artiste doit choisir entre sa création, ses ambitions et la parentalité. Enfin, que les limites d'âge soient supprimées une bonne fois pour toutes. J'ai eu beaucoup d'échos comme quoi il allait falloir s'accrocher pour rester dans la course. Et j'ai développé une sorte de complexe et une volonté d'en faire plus et de ne jamais me plaindre. Je suis partie en résidence à 7 mois de grossesse. Tout allait bien. Il faut arrêter d'associer femme avec mère. Certes, la femme donne la vie, mais cela n'est pas pour autant qu'elle se doit être mère. Il faut accepter qu'une femme fasse le refus de maternité. Arrêter de penser que si elle est mère, elle ne puisse pas être autre chose et la réduire à ce rôle. Ainsi, faciliter aux femmes la possibilité d'être ce qu'elles veulent et de faire carrière sans les juger, comme cela est accepté de la part d'un père. Dernière. Il me paraît crucial que ces questions de parentalité et maternité ne soient plus considérées comme anecdotiques. C'est justement cette banalisation du sujet qui fait que les femmes préfèrent la résignation et le silence à la contestation de certaines situations, pourtant déséquilibrées ou injustes. Il me paraît urgent que le rythme temporel d'une femme artiste et parent puisse être un sujet de discussion et de décision apaisé et rassurant dans nos relations avec le monde professionnel. Que nous puissions démolir à coups d'œuvres, de performances, d'écrits
de discussions publiques et ouvertes, ce mythe de la femme artiste carriériste en pleine ascension est nulle part. Que nous puissions également parler ouvertement de la dimension socio-économique de la création artistique des femmes artistes et mères les plus précaires, des épreuves qu'elles ont à surmonter pour continuer à nourrir leur travail et leur visibilité.